Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La tête d'un innocent, pièce radiophonique de Guy Gentilhomme, d'après le roman de Stratford Davis. Avec Jean-Marie Amato dans le rôle de Carlo, Yvonne Godot, sociétaire de la comédie française Sœur Christine, Jean Topard, Sullivan et Rosie Vart, Barbara. Et Maria Tamar, Guy Pierrot, Pierre-Olivier, Henri Djanik, Jean-Pierre Lituac, Jacques Héling, Philippe Dumas, Henri Virlogeux, François Darbon, Nelly Delmas, Claude Bertrand, Pierre Vernier, Jean Mauvais, Yves Duchâteau et Nicolas Amato. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Jacques Boisse. Bruitage Jean-René Niclès. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Qu'est-ce que c'est? Ne te dérange pas, ce n'est que moi, Carlo Raffone, le coiffeur. Ah oui, tu ne viens quand même pas à la nuit tombée pour raser des barbes à la clinique des sœurs, non? Non, mais ce matin, j'ai oublié mes meilleurs ciseaux. Et pas des ciseaux, pas des coiffeurs. Oui. Hein. Sœur Christine est dans son bureau? Si. Non, vous vous trompez. Oh, bonsoir, Sœur Christine. Je vous avais pas entendu venir. Vous faites pas plus de bricanage. Voulez-vous bien vous taire? Alors, j'ai entendu que vous avez oublié vos ciseaux. Oui, oui. Et comme demain matin, de bonne heure, je quitte Capri sans l'espoir d'y revenir. Oui, je comprends. Où les avez-vous laissés? Mais ce matin, j'ai fait seulement 2 coupes et une barbe. Et votre malade à qui j'ai coupé les cheveux en dernier, il s'est trouvé dans la même chambre que l'anglais. Alors, vous voyez, je peux y aller tout droit, les yeux fermés. Eh bien, allez-y, mais surtout ne faites pas de bruit. C'est l'anglais qui va plus mal? Nous avons disposé des paravents autour de son lit. Il est mourant. Bon, alors je ferai bien attention, ma sœur. Comptez sur moi, et merci. Voyons, c'était le lit près de la fenêtre. Ah oui, là-bas. Oh, eh ben, si tous les malades ne se réveillaient pas. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Non, on dirait que c'est surtout les morts que j'ai réveillés. Pauvre bougre d'anglais. Non, je veux pas. Ah, si. Oui. Non. Mais si, puisque je t'ai dit que je les ai retrouvés, mes jolis petits ciseaux. Non. Et moi, je plaisante, lui, et peut-être il est en train de mourir. Un prêtre. Hein? Un prêtre. Vous voulez un prêtre? Un prêtre, oui. Bon, oui, tout de suite. Ne vous en faites pas, il va venir tout de suite. Je vais aller le chercher. Non? C'est un meurtre. Vite, qu'est-ce qu'il raconte? Je l'ai tué. Je l'ai tué. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, je l'ai tué. Avec une cantonnière. Pétesse. Et un procès. Il faut sauver. Vous avez tué quelqu'un? Et c'est une autre personne qui a été condamnée pour le meurtre. Une cordelière. Monsieur Raffone. Ah, c'est vous, ma sœur? Je vous avais pourtant dit de ne pas le déranger. Mais je l'ai entendu appeler, alors je suis venu voir si je pouvais faire quelque chose pour lui sans vous déranger. On ne sent presque plus son pouls. Le mieux, c'est encore de le laisser reposer. Oui, sûrement. Il a été victime de l'accident de la route de la Capri? Oui. On nous a amené les 3 blessés qu'on a retirés du car. Aucun n'était dans un état grave, même pas lui. Mais il a une maladie de cœur. Et le choc, bien plus que les blessures, a déclenché la crise qu'il traverse. Depuis ce matin, surtout, son état s'est brusquement aggravé. Il a vu le prêtre? Malheureusement, non. Il a prétendu qu'il n'avait pas besoin de prière ni de simagrée, mais seulement d'un médecin qui connaisse son métier. En anglais, je me disais aussi. Quoi donc? Non, rien, ma soeur. Non, je veux dire que les Anglais, tout le monde sait bien que ces gens ne sont pas portés sur la religion. Il a même exigé qu'on appelle un spécialiste de Rome.
en disant qu'il ne regardait pas à ce que ça coûterait. Nous l'avons fait pour ne rien avoir à nous reprocher vis-à-vis des parents. Mais si le professeur Berlozzi tarde à venir... Oui, c'est bien triste. Mais dites, ma sœur, vous parliez des parents. Ça, c'est encore une autre histoire. Sous aucun prétexte, nous ne devons alerter qui que ce soit en Angleterre. Il était à Capri en vacances, inutile d'inquiéter ses parents ou amis, il serait sur pied dans quelques jours. Et ça prouve qu'il n'avait pas envie de mourir. Eh oui, et pourtant, je pense pas qu'il passe la nuit. Cet Anglais, il a dit, je l'ai tué, procès, sauvé, Peters. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Je l'ai tué, procès, Peters. Ah, si, Cordelière, c'est ça, oui, Cordelière. Non, Carlo, faut pas t'énerver. Et pourquoi pas, les Anglais, ils sont riches. Et si tu pouvais prouver que celui que les juges ont condamné n'est pas le vrai coupable, ça mériterait bien une bonne récompense, non? Tu serais riche, Carlo. Tu travaillerais plus chez les autres. Ni à Capri, ni à Rome, ni nulle part. Tu aurais un salon de coiffure avec un devanture Carlo Raffolne. Et tu es en train de rêver, mon pauvre Carlo. Après tout, l'Anglais, il était en train de mourir. Dans ce moment-là, on dit n'importe quoi. Oui, on dit n'importe... Cordelière, quand même, Carlo. Cordelière, tu devrais voir ça de plus près. Si. Salut Luigi, ton gérant, il est pas là? Eh non, tu sais, il n'est pas souvent là quand l'orchestre joue sur la piazza. Ah bon, non, c'est parce que je viens de la clinique Sainte-Thérèse et l'Anglais qui a été blessé dans l'accident du car, il m'a demandé... Oui, si, je connais. Et comment il va? Oh, il est bien soigné, oui. Oui, alors je te dis, il m'a demandé d'aller chercher une ou deux choses dans sa chambre, je peux? Non, Carlo, mon vieux, non, je crois que je peux pas... Tu parles, je rentre, je sors, j'en ai pour une 2 minutes, c'est tout, non? Et puis si t'as peur que j'emporte des objets de valeur, t'as qu'à venir avec moi, non? Non, Carlo, non, c'est pas possible. Non, je peux pas quitter la réception. Et alors, comment j'ai fait? Ah, Cristo. Tiens, prends la clé. Chambre 14. Merci, Luigi, toi, t'es un ami. Là, voilà. Et maintenant, Carlo, qu'est-ce que tu es venu chercher dans cette chambre? Tu n'en sais rien, hein? Alors, enlève la veste et au travail. Voilà. Tiens, d'abord cette grosse valise, là. Qu'est-ce que c'est, tous ces journaux? Alan Peters, l'antiquaire condamné à mort pour le meurtre de Vic Lennox. Mais il y a un vrai tas de coupures de journaux, là. On dirait qu'il y a toute l'affaire. Un agent immobilier qui... Qu'est-ce que c'est ça, un agent immobilier? Un agent immobilier étranglé avec la cordelière de sa robe de chambre. Le meurtrier semble avoir emporté avec lui l'arme du crime. Oh la cordelière. Cordelière, il disait l'anglais. Cordelière. Carlo, si tu avais le bonheur de retrouver ici la cordelière. Si tu avais le bonheur de retrouver ici la cordelière. Ma sœur. Oui, monsieur Sullivan? J'ai été très malade, n'est-ce pas? J'ai bien failli mourir. Parlons pas de ça. Vous nous avez fait peur. Mais grâce au professeur Berlozzi, tout est rentré dans l'ordre. Suivez bien le traitement, ne vous fatiguez pas, et dans quelques jours, vous pourrez sortir et profiter de la fin de vos vacances. Et c'est drôle, maintenant que je suis mieux, je me souviens de cette terrible nuit. Et entre autres choses, je revois le prêtre. Mais aucun prêtre n'est venu. Quand vous êtes arrivé, vous nous avez déclaré que vous n'en vouliez pas. Que vous étiez athée. Oui, je sais, mais lorsqu'on croit qu'un homme va mourir... N'insistez pas, j'étais de garde cette nuit. Je vous répète qu'aucun prêtre n'est venu. Et pourtant, je revois bien un homme, là, à côté de mon lit. Un homme? Ah,
Je comprends maintenant. Le signor Raffone, notre coiffeur, était revenu au début de la nuit chercher des ciseaux qu'il avait oubliés dans cette chambre. Il vous a entendu appeler dans votre délire et c'est sûrement lui dont vous vous rappelez. C'est sûrement lui que vous avez pris pour un prêtre. Vous voyez que c'est pas bien grave. Non, bien sûr. Il s'appelle comment, vous m'avez dit? Carlo Raffone. Pourquoi? Non, pour rien, ma sœur, pour rien. Vous pourrez lui demander de me couper les cheveux demain matin? Ça me semble difficile, il nous a quittés. Oui, il est parti chercher fortune à Rome. Mais je vous enverrai le signor Martino, c'est un très bon coiffeur aussi. Et maintenant, monsieur Sullivan, finis la conversation. Allez, reposez-vous. Oui, ma sœur. Un Carlo Raffone à Rome. Ah, si seulement je me souvenais de ce que j'ai dit cette nuit. Carlo Raffone à Rome. Signor Raffone, Si? j'ai une lettre pour vous. Tenez. Ah, merci. Ah, bah, c'est mon passeport. Ah, vous nous quittez donc? Bah, je sais pas encore, peut-être. Vous savez, c'est tellement difficile de trouver du travail à Rome. Et puis, par moment, j'ai envie de connaître l'Angleterre. Eh, c'est sûrement un beau pays. Et aussi, vous savez, les Anglais, ils ont beaucoup d'argent, hein? Beaucoup d'argent, alors. Voilà, monsieur Sullivan, je vous apporte vos livres en anglais, votre robe de chambre, enfin, tout ce que vous nous avez demandé de faire prendre à votre hôtel. Ah, merci, ma sœur. Mais qu'a-t-on fait de la cordelière de ma robe de chambre? Ça, je ne saurais vous dire, c'est tout ce qu'on nous a donné à votre hôtel. Ah bon, tant pis. Merci encore, ma sœur. Quel idiot j'ai été de ne pas détruire cette cordelière. Carlo Raffone. Il faut que je sorte de là le plus vite possible. Il faut que je retrouve ce maudit coiffeur, où qu'il se trouve. Vous avez de très jolies antiquités dans votre boutique. Merci. Je reviendrai vous voir, Mrs. Peters. J'y compte bien. Au revoir, madame. Au revoir, madame. J'écoute. Colline à l'appareil. Je viens d'ouvrir mon courrier, il faut que vous soyez courageuse. Oui. La grâce d'Alan est refusée. Oh non, non, non. Non, mais promettez-moi que vous allez demander à une de vos amies de rester avec vous quelque temps. Promettez-moi. Oui. Oui, merci. Merci, Colline. Mrs. Peters. Oui. Mrs. Barbara Peters. Oui, et même Mrs. Alan Peters, si ça peut vous faire plaisir. Je sais quelque chose de très important. Et j'arrive d'Italie pour vous le dire. Qui êtes-vous? Aucune importance, Mrs. Peters. Voilà, je sais que votre mari n'a pas tué Victor Lennox. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je me suis trouvé il y a quelques jours dans une clinique italienne au chevet d'un mourant. Oui. Et cette personne a avoué qu'elle était l'auteur du crime pour lequel un certain Peters allait être pendu. Oh, mais alors il faut aller à la police tout de suite, tout de suite. Non, Mrs. Peters. Mais pourquoi non? Qu'est-ce que ça signifie? Non, voilà, nous avons 4 jours encore pour sauver votre mari, n'est-ce pas? Alors accordez-moi 10 minutes d'entretien. Quel but personnel essayez-vous d'atteindre? Dites-moi. Non, Mrs. Peters, écoutez-moi, vous me corrigerez si je me trompe. On ne peut pas se fier complètement aux journaux, n'est-ce pas? Mais d'après ce que j'ai compris, Victor Lennox, marié à une fort jolie femme blonde et habitant cette ville, était un homme riche, Oui. Pas très bon caractère, il aimait bien la boisson et aussi flirter avec les femmes, ce qu'il a fait avec vous. Non, c'est faux. C'est ce que l'accusation a prétendu. Mais Alan s'est disputé avec lui uniquement pour affaire. Oui, en tout cas, votre mari est allé trouver Lennox chez lui un soir, très tard, vers 22 heures. Il voulait que Lennox règle une facture pour des achats d'antiquités qu'il avait fait chez vous. Mais oui, toute la soirée, il avait étudié ses livres de comptabilité.
Il s'était monté contre Lennox qui reportait sans cesse un règlement sous prétexte qu'une porcelaine de Dresde qu'il avait achetée chez nous était fausse. Ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Permettez, je continue. Mrs. Lennox, qui était montée se coucher de bonne heure, entendit son mari, le vôtre, se disputer très fort au salon. Mais elle savait que son mari était ivre ce soir-là, et alors elle s'est dit que ça servirait à rien d'intervenir, n'est-ce pas? Et le lendemain matin, on trouvait Mr. Lennox dans le salon, étranglé, avec la cordelière de sa robe de chambre. La cordelière que l'assassin avait d'ailleurs emportée avec lui. Et alors? Où voulez-vous en venir? Eh bien, je peux témoigner que le mort d'Italie s'est accusé du crime. Et j'ai une preuve qu'il a dit la vérité. Ah. Combien voulez-vous? C'est ça, hein? Non, Mrs. Peters, ne me jugez pas sévèrement. J'ai toujours travaillé dur. Et pourtant, je ne peux même pas me marier, parce que je n'ai même pas de quoi élever une famille. Vous m'écœurez. Non, ne croyez pas que je suis fier de moi, Mrs. Peters. Si vous saviez que je serais heureux de pouvoir faire le bien sans récompense. Mais je n'ai pas les moyens. Et si j'allais trouver la police, moi? Vous savez pas le nom du coupable? Pas celui de la clinique, en Italie? Même pas mon nom à moi. D'ailleurs, si la police m'interrogeait, je dirais que j'ignore tout. Oui, je saurais bien vous faire parler. Peut-être pas avant 4 jours. Et c'est ça qui compte pour vous, n'est-ce pas? Autrement dit, vous avez pensé à tout. Bon. Alors j'écoute. Combien? 1000 livres? 1000 livres? Mais voulez-vous que je trouve cette somme? J'ai tout dépensé pour essayer de sauver Alan. Tout ce que vous voyez là, c'est hypothéqué. Vous avez des amis? Je leur dois de l'argent à tous. Et aucun n'est assez riche pour me prêter 1000 livres. Et puis, qu'est-ce qui me prouve que vous pouvez sauver Alan? Ah, il faut que vous me croyiez, Mrs. Peters. Je vous jure que je dis vrai. Oui. Oui, peut-être. Et puis, comme de toute façon, si je vous renvoyais en refusant de vous croire, je me ferais des reproches jusqu'à la fin de mes jours. Trouvez l'argent et moi j'ai dit à la police tout ce que je sais. Oui. Oui. Où puis-je vous toucher quand j'aurai les 1000 livres? Je reviendrai demain matin à la même heure. Non, dites-moi où je peux vous trouver et où vous habitez. Je reviendrai demain matin à la même heure. Bonne chance. Mais... Pensez à votre bonheur quand tout sera fini. Portier, dites-moi, portier. Luigi, signor. Luigi. Luigi. Est-ce que par hasard une personne étrangère à l'hôtel serait entrée dans ma chambre pendant que j'étais à la clinique? Personne, je vous le jure, signor Sullivan. Personne d'étranger à l'hôtel Marine. Il est entré dans votre chambre pendant que vous étiez malade à la clinique. Qu'est-ce que c'est que ça, Luigi? Ma Christ, on dirait bien que c'est 2 jolis petits billets de 500 livres. Alors? Et alors? Allez, n'aie aucune crainte, je ne t'en voudrais pas et je te promets que l'affaire restera entre nous. Madonna, si vous me prenez par les sentiments... Est-ce que vous connaissez Carlo Raffone, le coiffeur? Ça me suffit. Tiens, tu feras un cadeau à ta petite amie. Grazie, signor, grazie mille. Rends-moi un service, s'il te plaît. Si, signor, j'ai absolument besoin d'être à Rome le plus tôt possible. Occupe-toi des billets. Si, signor. Oui. Et j'aurais besoin aussi que tu me trouves le numéro de téléphone d'un bon détective privé. À Rome? Oui, à Rome. Signor, j'ai travaillé pour vous prestissimo. Vous ne pouviez pas trouver meilleure agence sur la place de Rome. Oui, alors? Carlo Raffone a quitté l'Italie jeudi dernier. Il est parti pour l'Angleterre. Il a pris le train? Ou l'avion? Je peux vous le dire, le train, signor. Bon travail, je vais vous signer votre chèque. Excusez-moi, j'ai un coup de téléphone urgent. Allô, la réception? Voulez-vous retenir à mon nom une place dans le premier avion libre en partance pour Londres? Et insistez surtout, je suis très pressé de partir. Vous me dites avoir besoin d'argent, Mrs. Peters. Mais je vois sur votre compte que notre banque a atteint les limites en ce qui vous concerne. Avez-vous autre chose à m'offrir comme garantie que vos polices d'assurance et vos biens qui répondent déjà de votre actuel découvert? Non. Non, je n'ai rien. Je pensais qu'il y avait peut-être un moyen, mais je rembourserai tout, vous savez. Je n'en doute pas. Mais croyez bien qu'il est très rare que j'estime pouvoir conseiller à la banque un prêt
sans garantie formelle, même à un vieux client, et même pour une très courte période. Mr. Holman, c'est pour sauver Alan que j'ai besoin de cet argent. Par exemple, comment une somme d'argent peut-elle sauver votre mari? Avant que je vous en dise plus long, répondez à cette question. Voilà, si je peux vous convaincre que j'ai l'espoir de sauver Alan, y a-t-il une chance que j'obtienne le prêt de la banque? Combien voulez-vous? 1000 livres. Même si j'intervenais, il n'y a aucun espoir, c'est beaucoup trop. Ah. Tant pis. En marge de ce prêt impossible, puis-je toutefois vous donner un avis? J'ai l'impression qu'on essaie de vous faire chanter. Dans ce cas, n'hésitez pas, allez à la police. Merci, Mr. Holman. J'ai abusé de votre temps. Excusez-moi. Ainsi donc, Barbara, il vous a suffi d'entendre un escroc vous débiter une histoire à dormir debout pour vous précipiter à la banque et tout de suite après venir vers moi, votre avocat. Mais je suis convaincue que l'Italien a dit la vérité. Oui, on peut lui reprocher d'essayer de faire de l'argent avec le malheur d'Alan, mais ça n'empêche pas qu'il est sincère. Écoutez-moi, Barbara. S'il y avait la moindre chance pour que l'histoire de votre bonhomme soit vraie, je vous aurais trouvé l'argent. Seulement... Mais vous ne pensez quand même pas qu'Alan est coupable? Dites. Dites, pas vous. Même si votre amitié pour lui ne pouvait aller jusque-là, il a bien fallu que vous croyiez Alan pour le défendre. Étant son ami, je l'ai aidé sans le juger. En tant qu'avocat, j'ai tout fait pour le sauver. Mais bien sûr qu'Alan est coupable. Je n'avais jamais songé à vous poser la question. Je croyais que d'autres pensaient comme moi. Je m'aperçois que je suis seule. Parfaitement seule. Barbara, ne croyez pas que j'estime qu'Alan doit mourir. Loin de là. Mais bien que sa punition nous paraisse, à nous qui l'aimons, hors de proportion avec la faute, vous devez reconnaître qu'il a été jugé conformément aux lois de notre pays. Oui. Je vous fais peut-être pitié, Colin. Mais croyez bien que j'ai encore plus de pitié pour vous que vous pour moi. Désolée de vous avoir ennuyé avec cette affaire. Franchement désolée. Oui? Signor, vous avez l'ambassade de Grande-Bretagne. Allô? Allô, oui, monsieur, je suis citoyen britannique. Et ce matin, on m'a dérobé mon portefeuille avec mon passeport dedans. Alors l'argent, peu importe, mais il faut absolument que je prenne l'avion de 13h15. Et le consulat semble fermé. Nous sommes dimanche. Oui, bien sûr, je sais, mais dans un cas urgent comme celui-ci, il doit bien y avoir un moyen de joindre le consul. Je peux vous donner son numéro de téléphone. C'est le 521 18 60, mais je ne vous garantis rien. Bon, moi, je vais essayer, merci. De toute façon, on ne vous délivrera pas un passeport provisoire sans photo. En avez-vous une? Mais non, pas même un instantané. Oh, en ce cas, je crois que vous aurez du mal à attraper votre avion. Il n'y a pas un seul photographe ouvert à Rome un dimanche matin. Et les Italiens ne vous laisseront pas sortir sans pièce d'identité. Mais il faut absolument que je prenne cet avion. Bonne chance, alors. Vous en aurez besoin. Pouvez-vous me prêter cet argent, Jimmy? Il n'est rien au monde que je ne fasse pour vous, Barbara. Voilà des mois que je vous le dis, et vous le savez. Mais si votre histoire d'Italien ne tient pas debout, qu'allez-vous devenir? Mais là n'est pas la question. Je vous aime. Et je veux être celui qui vous redonnera le goût de la vie. Oh, Jimmy, taisez-vous. Alan n'est pas encore mort. Vous ne m'avez même pas dit si vous acceptiez de me prêter l'argent ou non. Eh bien, quelles seraient vos conditions? Ne parlez pas de la sorte. Si je vous aide, ce ne sera certainement pas un marché sordide. Mais oui ou non, le temps passe, je dois partir. Écoutez, Barbara, je voudrais pouvoir vous aider, mais hélas, je vis trop au-dessus de mes moyens. Je suis éternellement fauché. Bien sûr, je connais un ou deux types qui ont du fric, mais ce ne sont pas de vrais amis. Il faudrait qu'ils le soient pour lâcher de l'argent pour une histoire aussi fantastique que la vôtre. Tant pis. Vous étiez mon dernier espoir. Monsieur le consul? Oui. Je m'excuse de vous déranger un dimanche. Oh, ah, c'est vous qui m'avez téléphoné? Oui. Vous m'aviez donné 12h15 comme dernier délai, je crois que je suis... Ah ça, quand vous avez sonné, j'ouvrais la porte pour partir. Vous avez vos photos d'identité? Oui, j'ai battu pas mal de quartiers, mais j'ai réussi à trouver un photographe ambulant qui a bien voulu me les tirer tout de suite. Ah, une vraie chance, en effet. Rappelez-moi votre nom. Moore, John Moore. Ah bon. Eh bien, je vais vous demander de remplir un formulaire
Vous me donnerez 3400 livres et vous pourrez ainsi prendre cet avion que vous avez bien failli rater. Bonjour, Mrs. Peters. Bonjour. Alors, vous avez l'argent? Non. Je me suis aperçu que je ne connaissais personne d'assez riche pour jeter 1000 livres au vent. Ah. Mais si vous nous faisiez confiance, Alan et moi nous vous paierons plus tard, dès que nous aurons recommencé de gagner de l'argent. Mais non, Mrs. Peters, ce serait pas bien. Moi, je veux pas être un poids pour vous deux. Je dois disparaître après que j'ai joué mon rôle, vous comprenez? Mais vous ne pouvez quand même pas laisser Alan mourir simplement parce que j'ai pas réussi à trouver la somme que vous exigez. Mais en un jour, Mrs. Peters, vous n'avez pas pu voir tous les gens que vous connaissez, alors pourquoi vous me demandez de renoncer à tout quand vous n'avez pas encore tout tenté? Vous devez croire que je pleure pour vous désormais. Hein? Non. Oh, c'est pas ça. Simplement, je suis au bout de mon rouleau. Dites, est-ce que vous avez pensé aux journaux? Et les journaux, ils payent beaucoup pour ce genre d'histoire, oui. Non? Oui, j'ai même fait ça. J'ai proposé une interview exclusive de moi. Ils ont accepté pour 1000 livres. Et alors? Je devais raconter en détail tout ce que j'avais ressenti au moment de l'exécution. Oh, ils n'ont pas de cœur, ces gens-là. Vous avez refusé? De toute façon, on ne m'aurait payé qu'après la publication. Donc, après l'exécution d'Alan. J'ai une autre idée. Mrs. Lennox, elle est riche. Vous espérez qu'elle donnera de l'argent pour un homme qu'elle prend pour le meurtrier de son mari? Et si elle était convaincue qu'il est innocent? Oh non, je la connais. Surtout qu'elle s'imaginait que son mari me faisait la cour et que je l'encourageais. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous partez? Non. Mais tout est fini alors? Non, mais j'ai quelque chose qu'il faut que j'aille prendre à Londres. Quelque chose qui vous intéresse beaucoup, Mrs. Peters. Mais je reviendrai ce soir. Et je suis sûr qu'alors vous aurez de bonnes nouvelles à m'annoncer. Autrement dit, il faut que je réussisse auprès de John Lennox. Voilà. Oui. C'est ça. Et ce soir, tout sera réglé. Au revoir. Au revoir. Arrivederci. Et encore une fois, ne m'en voulez pas trop. Barbara, vous êtes d'une fidélité admirable, mais je pense comme votre avocat. Vous vous raccrochez à des chimères. C'est tellement stupide, ce roman de la confession d'un mourant. C'est stupide seulement si on croit Alan coupable. Comme vous voudrez. Mais je ne jetterai pas 1000 livres par la fenêtre pour ça. Mais au moins, vous n'avez pas cru ces raconteurs à propos de votre mari et de moi? Oh, je n'ai jamais attaché trop d'importance à ces ragots. Je n'avais pas très confiance en Vic, mais j'en avais beaucoup en vous. Un genre de sécurité assez pénible, d'ailleurs. Vous m'en voulez pour ça? Oh. Non, ne me raccompagnez pas, John. Je connais le chemin. Allô, oui? Allô, ici Pamela Norris. Oh, ce que je suis contente de t'entendre. Pour un peu, je t'aurais manqué, je rentre à l'instant. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai eu avec Jimmy une conversation très sérieuse. Il m'a répété tout ce que tu lui avais dit sur tes ennuis. Il est vrai qu'il n'a pas la somme dont tu as besoin. Mais moi, j'ai sauvegardé un peu d'argent personnel en prévision des mauvais jours, qui, je l'espère, ne viendront jamais. Alors, je te prête les 1000 livres de très bon cœur, Barbara. Allô, Barbara, tu m'entends? Oui, mais je Oh, ne me remercie pas trop. Parce que c'est peut-être un peu égoïste, ce que je fais là. Je sais que Jimmy s'était fourré dans la tête de faire sa vie avec toi si tu te retrouvais seul. Alors, si l'Italien peut sauver Alan, Jimmy finira bien par comprendre que tu n'es pas pour lui. C'est idiot, hein? Non. Enfin, si, bien sûr. Enfin, admettons que je n'ai rien dit. Je te mets un chèque à la poste? Oh non. Si ça ne t'ennuie pas, je préfère aller à Londres le chercher. Je t'expliquerai pourquoi. D'accord. Bon, disons que je t'attends dans 1 heure ou 2. À tout de suite. Pour
combien de jours voulez-vous votre chambre? 1 ou 2 nuits, je ne sais pas encore combien de temps je resterai à Londres. Très bien, monsieur. Vous avez rempli votre fiche d'hôtel? Oui, voilà. C'est monsieur John Moore venant de Rome? Oui. Très bien. Alors je vais vous donner la chambre 24. Elle est extrêmement tranquille. Mrs. Peters? Mrs. Peters? Y a personne? Qu'est-ce que c'est ça? Une lettre. Je suis allé à Londres chercher l'argent chez une amie qui me le prête. Je serai de retour ce soir, attendez chez moi. Il faut que nous restions constamment en contact. Barbara Peters. Oh. Carlo, tu allais passer à côté de la fortune. Encore quelques larmes que la dame aurait versées, et toi tu allais lui dire allons à la police et tant pis pour l'argent, et tu aurais fait une gaffe. Mrs. Peters est là? Non, elle m'a seulement laissé la porte ouverte pour l'attendre. Elle est à Londres pour toucher de l'argent, Mrs. Lennox. Vous me connaissez? J'ai eu beaucoup de photos de vous dans les journaux. Vous me dites la vérité, elle a vraiment l'argent? Si, elle me l'a dit sur une lettre qu'elle m'a laissée. Oscar? Je lui ferai part de votre visite. Au revoir. Carlo, tu es riche. Tu es riche, Carlo. Qu'est-ce que c'est? Tu ne me reconnais pas? Mr. Sullivan! Si vous aviez fait confiance à la police, Mrs. Peters, nous aurions protégé cet Italien, nous aurions fait une enquête. Une enquête? Et même maintenant qu'on l'a tué, vous ne croyez pas un mot de ce qu'il m'a dit. Je le sens, votre attitude. Qui soupçonneriez-vous parmi les gens à qui vous avez parlé de lui? Personne, et ça m'est égal. Lieutenant, une Mrs. Lennox veut entrer qui demande à voir Mrs. Peters. Ouvrez-lui grande la porte. Burgess, toute grande. Barbara, j'ai appris que vous aviez de nouveau de terribles ennuis. Je suis venu vous offrir mon aide. Merci, John. Et Mrs. Lennox, êtes-vous prête à faire une déclaration? Quelle déclaration? Il y a eu crime. Et la victime est un Italien que vous êtes, semble-t-il, la dernière personne à avoir vu vivant. J'ignore de quoi vous parlez. Reconnaissez-vous ce revolver? Mais... N'y touchez pas. Mais c'est le revolver que je garde dans la boîte à gants de ma voiture. Oui, c'est avec lui qu'on a tué. Et maintenant, dites-moi si oui ou non, hier soir, vous êtes entré dans cette boutique. John, j'ai tout raconté. Soit. Alors j'avoue que dans la journée, je me suis reproché de ne pas avoir rendu à Mrs. Peters le service qu'elle m'avait demandé. Et je suis venu pour lui dire... Hunt à l'appareil. Oui. Bon, d'accord, je pars immédiatement. Il faudra que nous reprenions cet entretien, Mrs. Lennox. Suis-je en état d'arrestation? Non, mais ne quittez pas la ville. Mrs. Peters en a retrouvé la valise de l'Italien. Il s'appelait Carlo Raffon, était coiffeur et habitait Capri. Mais est-ce qu'on a trouvé un objet intéressant? Non. Rien qui confirme l'histoire qu'il vous avait racontée. Je vous tiendrai au courant. Merci. Barbara, vous ne croyez pas que c'est moi qui l'ai tué? Dites. Oh, je n'en sais rien. Ça ne me rendrait pas Alan et rien d'autre ne compte pour moi. Quand je suis partie, l'Italien était encore en vie. Ça, je vous le jure. Oui, bon, je vous crois. Barbara, je ne sais pas ce que me réserve la police, mais je viens de me rendre compte d'une chose. Des preuves contre quelqu'un ne veulent pas toujours dire qu'il est coupable. En disant ça, vous pensez à Alan? Peut-être, oui. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire une histoire dont j'aurais juré jusqu'ici qu'elle ne pouvait avoir aucune influence sur le sort d'Alan, mais dont je me demande maintenant
Oui. Oh, écoutez-moi. J'ai connu à Londres un certain John Sullivan qui m'a fait la cour pendant plusieurs semaines. Pour moi, ça n'a jamais été qu'une aventure amusante, mais pour lui, cela devint très vite assez grave et il me demanda de divorcer pour refaire ma vie avec lui. Et où voulez-vous en venir? Attendez, le jour où Vic est mort, j'ai déjeuné avec John. J'imagine qu'il s'estimait irrésistible. Il a insisté une fois de plus pour que je divorce. Et comme alors je lui ai répondu catégoriquement non, il s'est mis à me dire « Votre mari, je m'en charge, je lui expliquerai, il comprendra. » Oh, John était vraiment d'une fatuité insensée. Et ensuite? Je me suis dit que le seul moyen de m'en tirer était de tout avouer à Vic. Ensuite, tout ce que pourrait lui dire John n'aurait plus d'importance, il l'enverrait promener. Seulement quand Vic est rentré le soir, il avait beaucoup bu et je n'ai rien pu lui dire. On a sonné et quand j'ai ouvert, j'ai vu John qui venait pour avoir son explication. Il m'était difficile de lui fermer la porte au nez, il aurait fait un scandale. Alors je l'ai laissé entrer sans faire de bruit et je lui ai montré Vic affalé dans son fauteuil pour qu'il comprenne que ce soir-là, Vic n'était pas en état de discuter avec lui. Après, j'ai supplié John de partir en lui donnant rendez-vous le lundi suivant. Il a accepté. J'ai entendu la porte se refermer derrière lui. Oui, mais vous ne l'avez pas vu sortir? Non. Un peu après, alors que j'étais montée me coucher, j'ai entendu la sonnette d'entrée encore. Vic est allé ouvrir. C'était Alan. Vous savez le reste? Mais pourquoi n'avoir rien dit de tout ça à la police? Mais comment avez-vous pu dissimuler des faits aussi importants? Quelle femme êtes-vous donc? Mais tout s'est passé tellement vite. Il y avait tellement de preuves contre Alan. À quoi cela aurait-il pu servir que je dévoile aux yeux de tous ma sordide petite aventure avec John? Vous l'avez revu? Mais oui, il y a cela aussi. Quand je l'ai revu, il ignorait tout du crime. C'est moi qui le lui ai appris. Vous avez désarmé l'avocat d'Alan. Vous êtes un monstre d'égoïsme. Je peux encore raconter cette histoire à la police. Oh, personne ne vous croira plus. Alors que Sullivan est mort et qu'on vous soupçonne du meurtre de l'Italien, il ne reste qu'un jour et la moitié d'un autre avant l'exécution d'Alan. Je vous demande pardon. Attendez, si je pouvais démontrer que le coiffeur s'est trouvé au chevet d'un mourant appelé John Sullivan, cela convaincrait peut-être la police que toute l'histoire de Carlo Raffone est vraie, jusqu'au moindre mot. Mais surtout si vous répétez ce que vous venez de me dire. Hein? Oui, ce que je vais tenter est probablement irréalisable, mais il faut le tenter, John. Mais oui. Vous direz au lieutenant toute la vérité. Je vais partir pour essayer de prouver que Raffone et Sullivan se sont vus à Capri. Vous avez du cran, Barbara. Mrs. Lennox. Oui? Le lieutenant Hunt aimerait que vous veniez avec moi au poste de police, afin qu'il vous interroge. Très bien, je vous suis. Bonne chance, Barbara. Monsieur? Je voudrais retenir une place sur le bateau pour Dieppe qui part aujourd'hui de New Haven. Ah, désolé, monsieur, mais le bateau d'aujourd'hui est complet. Il vous faudra attendre demain pour... C'est extrêmement ennuyeux. Je dois absolument quitter l'Angleterre le plus vite possible. Monsieur, je ne peux vraiment rien vous proposer avant demain. Bon, retenez-moi une place. Retenez-moi une place pour demain, c'est ça? Monsieur John Moore. Moore! Voilà toute l'histoire, ma sœur. Vous êtes venue de bien loin pour trouver la vérité, madame. Mais vous avez eu raison. Car John Sullivan a bien été soigné dans notre clinique. Et Carlo Raffone se trouvait bien à son chevet, la nuit où nous avons cru qu'il allait mourir. Est-ce que je dois comprendre que finalement il n'est pas mort? Je peux vous assurer qu'il est parti quelques jours plus tard. Pas complètement guéri, mais en bien meilleure santé. Oh, mais c'est merveilleux. Sullivan en vie est encore plus précieux pour nous que Carlo Raffone. Si on l'arrête, il parlera. Et attendez, Sullivan ressuscité s'est souvenu qu'il avait divulgué son secret à Raffone. Il l'a poursuivi en Angleterre et c'est lui qui l'a tué. C'est lui, Sullivan. Je vais vous écrire une déclaration sur tout ça. Oh oui, merci, ma sœur. Un renseignement qui peut-être vous servira encore. Sullivan a été atteint à la nuque, à la racine des cheveux. Nous avons mis des agrafes, mais la cicatrice ne disparaîtra jamais. Tout concorde admirablement. Mrs. Peters, vous avez fait à Capri de l'excellent travail, mais il ne s'agit là encore que de preuves circonstancielles. Et alors? Vous avez fait condamner mon mari avec des preuves qui ne pesaient pas plus lourd. Allez-vous rester ainsi dans votre fauteuil sachant ce que je viens de vous apprendre? Ne croyez pas ça. Depuis que vous m'avez appelé au téléphone, avant votre descente d'avion, j'ai déjà communiqué le signalement de Sullivan à tous les aérodromes et à tous les ports d'Angleterre.
Et je pars, de ce pas, pour essayer de convaincre le ministre de l'Intérieur de faire remettre l'exécution de votre mari. Mais alors, Alan est sauvé? Remettre l'exécution ne signifie malheureusement pas qu'on rouvrira le procès. Pour établir l'innocence de votre mari, il faut arrêter Sullivan et qu'il avoue. Et si on ne l'arrête pas, et s'il n'avoue pas... Excusez-moi, monsieur, votre passeport. Je viens de le montrer déjà au bureau du service des ports. Simple formalité. Vous avez été blessé à la nuque récemment? Mais en quoi est-ce que ça vous regarde? Ainsi, vous vous appelez John Moore. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Ce ne serait pas plutôt John Sullivan? Ah! Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas, on dirait qu'il a un malaise. Qu'est-ce que vous faites là, Mrs. Peters? Sans doute la même chose que vous. J'ai appris qu'on venait de transporter Sullivan à l'hôpital de New Haven. Alors j'ai fait 3 heures de taxi et... Vous auriez pu vous épargner cette peine. Quoi, il est mort? Oui, il n'avait pas le cœur très solide. Mais il n'a rien dit avant de... Non, il n'est pas sorti du coma. Et le sursis d'exécution? On vient de me téléphoner qu'il était accordé, seulement ce n'est qu'un sursis. Et pour rouvrir le procès, l'identification de Sullivan ne suffit pas. Ils exigent des preuves. Des preuves? Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, des preuves. On me donne 48 heures pour en trouver. Et j'ai fouillé dans les affaires de Sullivan et je n'ai rien découvert qui de près ou de loin ressemble à leurs sacrées preuves supplémentaires. C'est dans cette valise que vous avez cherché? Oui. Et tout ce qu'il avait avec lui. Lieutenant Hunt, êtes-vous déjà allé à l'étranger? Non, pourquoi? Parce que généralement, en descendant du train, on confie les gros bagages à un porteur qui va les déposer à la douane. Vous les retrouvez après avoir subi les formalités de passeport. Mrs. Peters, vous êtes une femme formidable. C'est notre dernière chance, venez. Assez parlé, je vous emmène à la gare maritime. Moi, j'ai bien peur, lieutenant, que le pardon de votre type soit parti avec le bateau. Ben non, c'est pas possible. Le gars a été arrêté avant la visite douanière, alors ses bagages n'ont pas pu être visités en sa présence. À partir de ce moment-là, ils n'ont pas été chargés. Eh oh! Moi, je crois bien que j'ai trouvé la baloche. Il y a un porteur qui avait perdu son client qui a remisé celle-ci au dépôt. Venez vite. John Moore, Paris, via New Haven. Yep, y a pas de problème, c'est elle. Tant pis, je force le couvercle. Eh non, y a rien. Y a rien là-dedans. Attendez que je... Mais si, regardez la robe de chambre. Quoi? Mais la cordelière. Celle qui est glissée dans les passants n'est pas de la même étoffe, c'est la cordelière de Vic. Il l'avait fait faire spécialement, c'est la cordelière. Allons, ça suffit, vous avez été patente jusqu'ici, vous n'avez pas piqué une crise d'hystérie au moment... C'est la preuve, c'est la preuve. Oui, je crois que vous avez gagné, Mrs. Peters. Allah. Oh, pourquoi le garde-t-il si longtemps, lieutenant Hunt? Dites pourquoi. Alors, encore un tout petit peu de patience. La porte de la prison ne va pas tarder à s'ouvrir sur votre mari, Mrs. Peters. Tenez, regardez. Allah. Oh. Barbara. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. C'est dans l'ensemble un bon livre et fort inattendu comme sujet que le roman intitulé La femme de police par Leslie Ford, qui vient de paraître dans la collection Pierre Nord à la librairie Artem Fayard. Ses défauts assez nombreux ne sauraient empiéter sur son originalité quant au sujet et ses rebondissements quant à l'action. L'originalité majeure est d'avoir présenté une femme agent sans uniforme bien entendu, affectée dans la ville de Baltimore à la police des mœurs. Cette femme toute jeune et charmante est chargée du dépistage de la drogue et de déceler les abus qui découlent du striptease et de la fonction d'entraîneuse. Le meilleur moyen pour pénétrer certains secrets est de se mettre dans la peau des personnages. Et c'est parce qu'elle a joué elle-même le rôle d'entraîneuse que la délicieuse et courageuse Kerry O'Keefe est prise dans une rafle et arrêtée. Attaché au cabinet d'un grand avocat, un jeune stagiaire, Johnny Brayton, est chargé de faire relâcher les victimes de la rafle. Il tombe amoureux fou de Kerry. Johnny appartient à une des familles les plus collémontées de Baltimore, c'est dire si sa passion vite décelée provoque dans sa famille des réactions violentes et nombreuses. Serait-elle moindre si cette famille savait que la jeune fille n'est pas une entraîneuse mais un agent?
On en doute. Or, il se trouve que la famille va être mise à l'épreuve dramatiquement. Le père de Johnny, médecin célèbre, se suicide et le hasard veut que Carey soit amené à faire une déposition qui, écartant la thèse du suicide, lui substitue celle de l'assassinat. Le résultat de ce témoignage est que Mrs. Brayton, la mère de Johnny, est accusée du meurtre de son mari et que le malheureux Johnny se voit obligé en quelque sorte de haïr la jeune fille qu'il adorait. Il était très difficile de sortir de ce dilemme de cornélien sans exiger du lecteur beaucoup de complaisance. Néanmoins, l'auteur arrive avec une grande adresse à intéresser le lecteur jusqu'au bout et les scènes du tribunal sont certainement très bien menées. La conclusion serait que c'est un très dur métier que d'être un policier et que les femmes sont trop sensibles pour l'exercer, dans le cas du moins qui nous est proposé. Je répète que La femme de police par Leslie Ford est publiée chez Artem Fayard dans la collection Pierre Nord. Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu. Ce n'est pas d'un film policier que je vais vous parler aujourd'hui, mais d'une œuvre que l'on qualifie, à tort d'ailleurs, d'espionnage. Au reste, on ne saurait vous conseiller meilleur film actuellement à Paris en ce jour de pieux anniversaire. Il s'agit de Agent secret SZ, œuvre d'origine britannique, réalisée par Lewis Gilbert, d'après le roman véridique de Violette Szabo. Cette jeune Anglaise mariée à un Français fut l'une des plus grandes héroïnes de la Résistance. Les nazis la fusillèrent à Ravensbrück, peu de temps avant que les prisonnières qui y vivaient encore fussent délivrées par les Alliés. C'est donc une histoire authentique que l'on nous montre, même si quelques variantes ont été apportées à la vérité. Il faut dire tout de suite que ce film soulève en nous une émotion intense et que la discrétion, la sobriété, l'art avec lequel il est réalisé nous bouleverse. Nous voyons comment cette petite Anglaise, vendeuse dans un magasin de Londres, est amenée à entrer dans l'armée secrète et à accomplir en territoire français occupé les missions les plus périlleuses. Arrêtée en 1944, torturée, elle ne parlera jamais et périra dans un camp de la mort. On peut admirer sans réserve la manière dont Lewis Gilbert a mis en scène ce film. Pas la moindre scène d'horreur gratuite, pas le moindre suspense de mauvais aloi. Tout et toujours est d'une retenue 100 000 fois plus efficace que les excès. Il faut dire aussi que le réalisateur a eu entre les mains une actrice admirable, Virginia McKenna. Elle trace de Violette Szabo une figure inoubliable. Elle est émouvante, sensible. Elle a sur le visage la beauté rayonnante et superbe de l'intelligence. C'est autre chose, je vous jure, que la beauté stupide des stars emplumées et ondulantes. Elle avait obtenu le prix de la meilleure actrice de l'année pour son interprétation dans La vie commence en Malaisie, prix décerné par la British Film Academy. Mais il est incroyable qu'elle n'ait remporté aucune palme dans les festivals de 1958 pour Agent secret SZ. Tous les acteurs dans ce film sont d'ailleurs excellents, notamment Paul Scofield dans le rôle de l'agent britannique Tony Fraser. Il faut voir cette œuvre qui, sur le plan cinématographique, est très belle et, sur le plan humain, bouleversante. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La tête d'un innocent, pièce radiophonique de Guy Gentilhomme, d'après le roman de Stratford Davis. Avec Jean-Marie Amato dans le rôle de Carlo, Yvonne Godot, sociétaire de la Comédie Française Sœur Christine, Jean Topard, Sullivan et Rosie Vart, Barbara. Et Maria Tamar, Guy Pierrot, Pierre-Olivier, Henri Djanik, Jean-Pierre Lituac, Jacques Elling, Philippe Dumas, Henri Virlogeux, François Darbon, Nelly Delmas, Claude Bertrand, Pierre Vernier, Jean Mauvais, Yves Duchâteau et Nicolas Amato. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Jacques Boisse. Bruitage Jean-René Niclès. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.